Est-ce que Darwin, ça vous dit quelque chose? Et plus précisément, cette théorie qui fait que il faut évoluer pour pouvoir exister. En voici la preuve. C'est la troisième génération de la Nissan Leaf et elle n'a plus rien à voir avec les deux autres générations. J'oubliais, on commence pas tout de suite l'essai. Même là, si je suis en train de conduire, il va falloir vous abonner, vous appuyer en bas à droite sur le bouton la revue automobile. C'est bon, c'est fait. Bon, maintenant, place au jingle. Dès la face avant, on comprend bien qu'on n'est pas du tout dans le même véhicule que les anciennes générations. On passe d'une berline compacte à quelque chose comme un SUV. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'évolution donc du style global. On va faire le point là sur la face avant. Regardez, tout est beaucoup plus lisse. Vous avez surtout un travail qui a été fait extrêmement important sur des panneaux qui plongent. Tout est à peu près fermé. Voilà, on a travaillé l'aérodynamique. D'ailleurs, petit point intéressant, ils ont travaillé l'aérodynamique jusqu'à atteindre un CX de 0,25. Une bonne perf. Et on va comprendre pourquoi, à quoi ça sert. Mais ça, c'est après. Donc, si on reprend le style, vous avez aujourd'hui des optiques qui forment une sorte de C, qui sont rejoints par cette jolie bande. Le logo est rétroéclairé. Mais la petite attention, et on va retrouver ça un peu partout, c'est ici, vous avez des sortes de petits rectangles à bout rond. Sachez que ça, c'est le prochain style de toutes les Nissan. Et d'ailleurs, on va le retrouver dans à peu près toutes ses faces. On va faire le point de suite. Au niveau du profil, il n'y a pas de doute, on est bien sur un SUV de nouvelle génération, un SUV plutôt fluide. Regardez ces courbes, elles sont toutes en rondeur, jusque sur le toit. Et surtout, vous avez ce toit filant qui est pontu à 17 degrés. Alors, pourquoi 17 degrés? Parce que c'est juste l'angle parfait pour éviter les remous aérodynamiques. On revient sur l'aéro, comme tout à l'heure. Vous allez encore comprendre pourquoi. Et donc, si on fait un peu le point sur le style, là, on a une version haut de gamme où vous avez un toit noir pour faire un effet flottant. Vous avez des panneaux, encore une fois, plutôt assez lisses, des gros passages de roues marqués pour faire SUV. Ici, nous sommes équipés de jantes de 19 pouces, à savoir que de série, vous avez des jantes de 18 pouces, fines, de 195, 215, et là, on a du 235. Mais malheureusement, les 235 vont nous faire perdre quelques kilomètres d'autonomie. Mais ça, encore une fois, autonomie, CX, vous me voyez venir ou pas? Bon, on continue le petit tour. Les panneaux donc sont plutôt lisses pour éviter toute perturbation. Vous avez des poignées affleurantes, là aussi, perturbation, aérodynamisme. Ici, c'est légèrement creusé. On a l'impression que le vent sort là de ces roues pour aller ici. Après, ils utilisent des astuces très SUV dans l'âme, c'est-à-dire des gros panneaux de carrosserie, mais avec une grosse partie noire pour donner l'impression qu'il est surélevé, que c'est un 4x4. Ça ne l'est pas. Et vous avez, dernière astuce, ici, les poignées intégrées au montant. Ça se généralise ça. Et c'est une très bonne astuce pour encore économiser, fluidifier l'air autour de la caisse. Et là, donc, on est sur la poupe. Et c'est peut-être la partie que j'affectionne le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit style néo-rétro. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, sinon, ceci dit, l'allure générale, voilà, c'est plutôt massif. Vous avez des petits recoins, vous avez des hanches galbées grâce au fait que vous avez une sorte de cintrage au niveau de la lunette arrière. Vous avez un bloc noir ici, un autre ici pour justement donner de la présence et de l'allure. Mais est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces feux-là, cette bande? Si vous êtes comme moi, né un petit peu avant les années 80, vous devez avoir peut-être la référence, une Nissan qui aurait ce style-là. Si je vous dis une Z, ça vous dit rien? 3 litres, biturbo? Eh oui, là, ces mêmes feux en AT, c'est vraiment un appel stylistique aux années 80. Et regardez maintenant ça, là, ça y est, vous y êtes. C'est cette superbe GT des années 80 avec 286 chevaux, biturbo, V6. Ça donne vraiment quelque chose de stylé. Bon, sinon, en soi, les feux, on va vous expliquer ce que c'est parce qu'ils sont vraiment aussi très intéressants. Il y a un vrai travail qui a été fait dessus. C'est des feux 3D. Viens voir. Viens, viens, viens. Vraiment, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Il y a de la profondeur. C'est très stylé, c'est très élégant. Perso, encore, j'aime beaucoup. Ah non, vas-y, recule, recule, recule. Maintenant, il y a aussi autre chose qui est intéressante. Tiens, plutôt de ce côté-là. Alors, quand on décompose Nissan en japonais, Ni-san. Alors, qu'est-ce que c'est que Ni? Ni, c'est 2. Et San, c'est quoi? C'est 3. Regardez. 1, 2, 1, 2, 3. Donc, vous l'aurez compris, Ni-san. Maintenant, ce double
traits et les triples traits ici, ça va vraiment être le style des prochaines Nissan. Vous allez l'avoir un peu partout. Et à bord, eh ben, c'est plutôt une bonne surprise. C'est très esprit Nissan. On n'est pas, si loin que ça de l'esprit Ariya. C'est-à-dire que vous avez vraiment une planche de bord assez sobre, rectiligne. Regardez là, tout en longueur. Vous avez un petit plateau ici, un petit effet, cuir sur, violet sur du plastique. Ouais, c'est plus ou moins de bon goût, mais vous avez là des petits tissus, des plastiques. Quoi, grosso modo, les plastiques sont honorables, un peu partout, c'est plutôt assez bien ajusté. À part là, celui-là qui me fait un peu cheap, où vous avez la boîte de vitesse. Celui-là, je comprends pas très bien, mais l'avantage, c'est que c'est assez ergonomique. Donc, c'est au moins déjà ça. Vous avez ici cette petite bande pour piloter donc la clim. Et donc, si on revient sur les écrans, comme vous pouvez le voir, vous avez 2 écrans. Là, dans la version haut de gamme, c'est 14,3 pouces de l'un et de l'autre. Celui-là, évidemment, il est tactile qui vous donne accès à, par exemple, les caméras, jusque caméra 360. C'est assez réactif, ça fonctionne bien. Vous avez surtout dans ce nouveau Nissan Leaf, vous avez Google Automotive. Oui, ça vous dit rien? Bah oui, c'est un peu sorti de la banque d'organes de chez Renault, à savoir que c'est aussi la plateforme CMF EV qu'utilise Renault, donc quoi de plus normal? Donc vous avez aujourd'hui l'un des meilleurs systèmes multimédia qui existent au monde. Il est intégré d'office dedans. Vous pouvez, faire, «Hey Google» et l'appeler, voilà, il réagit: «Non, non, mais je veux rien, je veux rien, merci». Donc vous voyez, c'est assez réactif. Donc c'est réactif, c'est efficace. Le route planner est intégré dedans. Bon voilà, c'est l'un des meilleurs, les plus réactifs, encore une fois, bien vu. Devant vous, vous avez donc là aussi donc un écran de 14,3 pouces, configurable. Vous avez pas mal d'informations dessus. Il manque deux trois trucs, mais il est plutôt assez joli. Au niveau du volant, vous avez un volant 2 branches, nouvelle, génération. Tout le monde veut du 2 branches en ce moment, mais l'avantage, c'est que vous pouvez ici piloter, tout ce qui est, son et multimédia, c'est-à-dire les écrans avec, tout ce que vous avez en option et ici, c'est vraiment dédié à, aux ADAS, aux aides à la conduite. Donc c'est plutôt assez efficace. Là, encore une fois, vous avez aussi d'autres boutons sur les côtés, quoi. Grosso modo, c'est pas mal, c'est un beau mélange entre boutons, écran, touches, sensorielles. C'est plutôt assez efficace. Au niveau ergonomie, il y a rien à dire, on s'y sent assez bien rapidement. Ce qui est beaucoup moins vrai des sièges. J'ai eu vraiment beaucoup de mal avant de trouver ma position de conduite et j'ai l'impression, que, mes jambes sont un peu trop relevées, il y a quelque chose qui va pas, voilà, il y a un truc qui va pas. Par exemple, le dossier est assez plat, un peu comme dans une, Citroën, sauf que Citroën, c'est mou, donc vous rentrez dedans. Là, c'est, un peu rigide. Donc, je suis toujours un peu, voilà, ça glisse en plus avec ce faux cuir. Bon, à voir durant l'essai si c'est, vraiment le cas ou pas, mais en tout cas là, comme ça, c'est voilà, c'est assez compliqué de prendre ses aises, en tout cas au niveau de l'assise. On va voir derrière. Bon, à l'arrière, malheureusement, j'aurais voulu un peu plus de place, c'est un peu serré, regardez l'espace que j'ai au genou, donc hein, le système habituel, 1,80 m devant, 1,80 m derrière. Voilà, mes genoux ne touchent pas, mais dans d'autres voitures de même catégorie, on a un peu plus d'espace et surtout, c'est un peu comme, chez son cousin Renault, il n'y a pas de cave pour les pieds, agréable, donc on ne peut pas allonger ses pieds, donc là, je suis grosso modo bloqué sur cette position-là et en plus, bah, regardez là, mes jambes ne touchent pas vraiment la partie haute, l'assise, non. Ah, c'est un peu comme devant. Je ne sais pas si c'est, vraiment confortable sur, long trajet, en tout cas dans mes mensurations, donc plutôt à privilégier pour les petites tailles. Par contre, au niveau du plafonnier, pas de problème particulier et tout est plutôt assez élégant derrière, bien que le siège, lui, comme à l'avant, est un peu trop rigide à mon goût. Sinon, les plastiques sont plutôt de bonne facture. Bon, voilà, vous connaissez à peu près, les choses qu'il faut savoir derrière. Il y a une chose qu'il faut qu'on parle, c'est le coffre, parce que c'est pas si mal que ça. Bon, la malle, c'est super important, hein, quand vous partez dans une voiture. Puisqu'elle se veut être la première voiture du foyer, et ben la bonne nouvelle, c'est que vous avez un coffre de 437 litres, ce qui est, bah, plutôt pas mal pour la référence pour une voiture électrique du segment C. C'est pas la référence, mais tu es, vraiment dans la bonne moyenne et surtout, voilà, il y a des trappes un peu partout. Donc vous pouvez choisir soit plancher plat, soit descendre, évidemment,
il faut falloir s'occuper des câbles. Bon, 437 litres en valide, ça c'est plutôt pas mal pour un coffre plutôt carré. Dans l'habitacle, l'un des éléments clés du confort et surtout de la prestance de la voiture, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est un toit panoramique, mais qui sort pas de n'importe où, il sort de Saint-Gobain et il est opacifiant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire opacifiant? Là, vous voyez là, j'ai juste appuyé ici et hop, il devient tout clair. Alors, sachez qu'il maîtrise quand même les rayons que vous avez dessus, infrarouge, tout ça, pour pas que ça chauffe, hein. Tout est filtré à 98%, mais c'est juste génial, il suffit de quelques clics pour pouvoir opacifier votre toit. Et cette technologie, elle n'est pas inconnue, parce qu'elle existe déjà chez Renault. Encore une fois, oui, la plateforme est aussi partagée avec Renault. Et donc, c'est un verre Saint-Gobain, c'est du Made in France, monsieur. Bon, une chose importante qu'il faut absolument parler, c'est la fiche technique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un moteur avant électrique. Un moteur qui fait, dans notre version, 217 chevaux, qui permet un 0 à 100 en 7 secondes 8. Donc, il n'y a aucun problème de puissance, surtout lorsque vous cumulez tout ça à 355 Nm de couple disponible immédiatement. Il faut savoir que donc on a la version avec la batterie 75 kWh net qui lui permettrait officiellement, grâce à son aérodynamisme, on y vient enfin, de faire 622 km en WLTP. Nissan annonce 330 km rien que sur autoroute, ce qui est pas mal du tout, et 450 à vitesse 110. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un châssis CMF EV, le même que vous avez par exemple sur les Renault Mégane. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup de choses de cette joint venture entre Renault et Nissan. La plateforme, les trains roulants, le Google Automotive et pas forcément la batterie, mais on utilise à peu près les mêmes packs, les mêmes solutions techniques. Sauf que cette voiture est conçue et assemblée surtout à Sunderland, en Angleterre. Donc vous avez un châssis CMF EV de 4,35 m. On n'a pas l'impression comme ça, on a l'impression qu'elle fait beaucoup plus grande. Oui, elle est un peu plus petite qu'une Renault Scénic, qui est un peu plus grande qu'une Mégane, mais on a vraiment l'impression qu'elle fait 4,50 m, mais pas du tout. 4,35 m, donc c'est très compact, et en plus, elle n'est pas si large que ça, 1,80 m seulement. Donc ça, c'est plutôt normalement un avantage pour la ville. Voilà, c'est pas une voiture qui a trop gonflé, ça reste des mensurations plutôt raisonnables. Donc ça, c'est plutôt un bon point de vue. Autre petite chose, la batterie 75 kWh rend la voiture un peu lourde, puisqu'on est sur 1930 et quelques kilos sur la balance. 75 kWh, c'est trop pour vous? Sachez que vous avez l'entrée de gamme qui, elle, va se contenter d'une batterie de 52 kWh. Donc, évidemment, l'autonomie va chuter. On va plus être sur du 450 km d'autonomie que sur du 600. Mais l'avantage, c'est qu'elle va descendre en poids. Là, on est sur 1780 kg. Donc, largement de quoi passer sous les malus ou sur la gratuité des parkings un peu partout. Donc ça, c'est aussi peut-être un avantage. Et l'autre avantage, c'est qu'on connaît le prix de cette version-là. L'entrée de gamme avec 52 kWh sera vendue à 36 000 € pour notre version à 75 kWh et toutes les finitions qu'il peut y avoir. Il y a 4 finitions. On n'en sait rien. Il va falloir attendre que Nissan veuille bien les annoncer. Qui dit voiture électrique dit forcément recharge. Déjà la bonne chose, regardez, on est du côté droit. Donc ça, c'est très pratique pour la recharge en borne publique. Donc on a quoi? Une prise AC. Donc là, on est sur du 11 kWh. Rien de spécifique, malheureusement pas d'option A22. Et là, avec la prise CCS, la prise en courant continu, il va falloir être un peu patient parce qu'il va falloir 30 minutes pour faire du 20-80. C'est pas terrible, ouais, mais c'est du 400 volts. C'est grosso modo ce que vous avez aussi, encore une fois, sur les plateformes de Renault, la Scénic ou la Mégane. Bon, voilà, ça c'est pas un point plus, surtout lorsque le 800 volts est en train d'arriver en force. Donc dans 2-3 ans, ça peut être un petit peu dépassé tout ça, c'est assez dommage.
c'est assez marrant parce que depuis là les, centaines de kilomètres que je suis au volant, j'ai l'impression de retrouver des sensations connues. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être celle de la Mégane ou peut-être celle du Scénic? Bah oui, c'est la même plateforme, donc vous avez les mêmes prestations dynamiques et ça tombe bien parce que c'est l'une des meilleures plateformes qui puisse exister aujourd'hui avec une motorisation électrique, donc la fameuse CMF EV. Pour faire simple, elle est souple dans toutes les situations. Elle tient bien la route dans toutes les situations. Par contre, les consommations, bah, c'est pas du tout les meilleures, c'est pas du tout les références, mais on est dans la bonne moyenne. On retrouve tout de suite ces marques. C'est plutôt une très bonne routière, autoroutière et citadine. Mais allons plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on consomme en ville? Eh ben, malheureusement, j'étais peut-être pas dans des très bonnes conditions, mais en plein centre de Copenhague, on a fait 20 kilomètres à peu près en ville, plutôt roulant, il n'y avait pas de bouchons particuliers, tout ça. Et pourtant, bah, la consommation était montée à quasiment 18 kWh. Je trouve ça beaucoup. Logiquement, avec une Mégane ou une Scénic, je pense qu'on aurait pu descendre à 15-16, donc c'était peut-être les conditions particulières. Là, il fait assez froid, évidemment, au Danemark. Donc pas top top. Surtout que là, on vient vraiment de faire 300 kilomètres en périurbain. Alors, il faut savoir que c'est des routes très peu roulantes au Danemark. Donc, on oscille entre du 60, 70, 90 et j'ai fait une centaine de kilomètres sur national à 110. Et là, la moyenne, donc en périurbain, on est à 15,8. Ça, c'est mieux. Ça, c'est pas mal, surtout en sachant que là, on a mis le chauffage, hein, on a mis le chauffage à 22 parce que dehors, il fait 7 degrés et il y a du vent. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à savoir vraiment si elle consomme beaucoup ou pas. Mais sachant les prestations de ses cousines françaises, en effet, ça va pas être du tout de la référence. On va être vraiment dans la moyenne. Et d'ailleurs, même en soi, Nissan le dit, hein, parce que quand il vous donne une autonomie de 330 km sur autoroute, qu'on n'a pas pu faire, rouler sur autoroute. Et si vous faites la division avec les 75 kWh, ça donne une consommation un petit peu inférieure à 22 kWh pour 100 km. Donc, on est vraiment dans les chiffres que font les Mégane et les Scénic. En même temps, quoi de plus normal, c'est le même châssis. Ils disent avoir beaucoup travaillé sur l'aérodynamisme. Ça se voit pas forcément dans les consommations réelles. En tout cas, en normé, oui, mais en réel, pas tant que ça. Mais quoi qu'il en soit, les chiffres sont plutôt bons. Et la chose qui est très très bien, c'est qu'on prend rapidement ces marques dans une voiture. Elle est pas trop grande, pas trop large. En ville, on se faufile assez facilement. On ressent vraiment bien le train roulant. Et surtout, ce que j'apprécie, là, voilà, on passe dans les plaques. Il y a vraiment un vrai confort et ça gâche pas la tenue de route. Donc, le compromis est amplement validé. C'est l'une des meilleures du segment, sans aucun doute. Vraiment, il faut parler aussi du silence de fonctionnement. C'est vraiment très agréable aussi là dans les prestations globales. Vous avez vraiment une voiture très silencieuse, très agréable. Même à 110, c'est vraiment très feutré. On regrettera juste un peu de vent aérodynamique au niveau des rétros à partir de 110. Sinon, tout le reste, c'est vraiment super sympa. Là, on est en ville, ouais, on est comme dans un cocon. C'est vraiment super suave et ça fonctionne très bien. Évidemment, les prestations dynamiques électriques, bah, il n'y a rien à dire, hein. Quand vous avez 217 chevaux et 355 Nm de couple, ça accélère franchement d'un coup. Bon, voilà, tout y est. Ça fonctionne. On valide aussi. Des belles prestations en ville, silence. La sono Bose que nous avons là dans notre version, elle est excellente. Et surtout, comme c'est bien feutré, comme c'est bien silencieux, ben, on profite vraiment de chaque petit son de la musique. Là, tout est bien clair. C'est vraiment top. Regardez, j'ai adoré là, passer près d'une heure à mettre la musique un peu à fond avec Julien qui était presque en train de dormir. Et on est content de la musique des années 2000. Ah, c'était trop bien. Non, allez, ça aussi, on valide. La sono Bose, on prend. Bon, comme vous pouvez le voir, il est temps de rendre les clés de cette superbe nouvelle Nissan Leaf, de prendre les bagages, de s'en aller, et pour moi, de faire la conclusion de ce petit joujou anglais et japonais. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est les prestations dynamiques au niveau des références qui est le Renault Scénic. Vous avez par contre un look vraiment différent. Le premier prix qui commence à 36 000 qui paraît plutôt abordable par rapport donc, à ses cousins de Renault. Mais attention parce que derrière, vous avez quand même Kia et le Skoda Elroq qui sont plutôt mieux acceptables en prix avec un prix de base de 33 000 euros. Donc tout ça à voir avec la version 75 kWh combien elle vaut. Mon petit doigt me dit que ça devrait se passer aux alentours de 39 000 euros. L'autre chose, j'ai vraiment apprécié de rouler tranquillement à son bord. C'est un vrai plus. Le style, donc, est intéressant. Par contre, le point négatif, le gros point négatif, c'est l'assise, que ce soit devant ou derrière. C'est pas très confort. Et derrière, en plus, vous n'avez pas beaucoup de place. C'est dommage parce que vous avez un grand coffre. Ça aurait eu
vraiment été très intelligent de gagner quelques centimètres encore au genou et de travailler la mousse des sièges. Après, vous avez d'autres éléments de confort comme le toit panoramique qui est vraiment très très bon. Vous avez la sono qui est impeccable. Bose, c'est vraiment un grand plaisir de rouler chill avec cette voiture. Bon, vous l'aurez compris, il y a du plus, il y a du moins. En tout cas, c'est une voiture qui est bien née. Et l'autre point aussi négatif qui est assez important, c'est que c'est pas une technologie 800 volts, donc malheureusement, la recharge n'est pas super rapide. Bon allez, vous voulez en savoir plus, allez sur La Revue Automobile, il y aura mon texte, il y aura les photos du lien. Et ben nous on se donne rendez-vous pour d'autres aventures.